rage et sang. D'aucuns ne voient que cela en nous. Mais cela nous résume-t-il? Pourrions-nous être plus? N'avons-nous pas hérité du sang et des dons de Sanguinius? Nous acceptons de plein gré le carnage et la fureur. Mais faut-il s'en tenir là? Je suis sa vengeance, comme il est mon bouclier. J'apporterai la mort à ses ennemis, comme il délivrera mon âme. Gabriel VII, maître de chapitre des Flèches-Tireurs, est une figure aussi redoutée qu'admirée, même au sein de la confrérie sanguinienne. Sa fureur impétueuse, sa sévérité implacable et son tempérament abrasif lui valent la méfiance de nombre de ses pairs. Pourtant, sous cette carapace de brutalité, il subsiste chez lui une loyauté profonde envers les idéaux de Sanguinius. Sens du devoir, fidélité à l'impérium et volonté farouche d'honorer sa lignée, même au prix de sa propre damnation. Dès le jour de son intronisation, Seth comprit l'ampleur du fardeau qui pesait sur ses épaules. Les prêtres sanguiniens lui présentèrent une vérité glaçante. Le chapitre sombrait dans la folie plus vite qu'il ne pouvait se renouveler. Les Flèches-Tireurs perdaient trop d'hommes, non seulement à la guerre, mais surtout à cause de la soif rouge et de la rage noire qui rongeait leur âme. Plutôt que de nier l'évidence, Seth prit un engagement solennel. Si les Flèches-Tireurs devaient disparaître, leur souvenir ne serait pas celui de monstres incontrôlables, mais celui de guerriers glorieux et fiers, morts en serviteurs de l'empereur. Il transforma Crétacia, leur monde natal, en un bastion dédié tout entier à l'effort de guerre. La planète devint une forge incessante, consacrée à l'armement et au recrutement. Bien avant que les Tyrannides ne s'abattent sur Baal, la majorité de la flotte des Flèches-Tireurs parcourait l'espace, toujours en alerte. Les archivistes scrutaient le warp à la recherche de signaux astropathiques de détresse, et les vaisseaux de guerre du chapitre se précipitaient au secours des mondes menacés, souvent avant même l'arrivée des forces impériales régulières. Gabriel VII, lui, menait en personne des offensives éclairs, brisant les blocus orbitaux ou prenant l'ennemi de vitesse avant qu'il ne puisse consolider une tête de pont. Conscient de l'impossibilité de purifier totalement son chapitre de sa soif de carnage, Seth adopta une stratégie d'isolement et de rapidité. Frapper en premier, frapper fort et frapper seul. De cette manière, les excès les plus choquants restaient invisibles aux yeux des autres forces impériales. Sa tactique porta ses fruits. Sur de nombreux mondes, la crainte fit place à la gratitude, et les Flèches-Tireurs furent acclamés comme des libérateurs, comme des héros. Mais cette réhabilitation n'allait pas sans revers. Parfois, la sauvagerie reprenait ses droits. Ce fut le cas au Cap Gaius durant la Troisième Guerre pour Armageddon, où la milice locale fut anéantie et où les sœurs de l'Adepta Sororitas ne durent leur survie qu'au retrait précipité des Flèches-Tireurs. L'affaire fut portée au-devant de l'Ordo Hereticus, et Seth dut répondre de ses actes au forum judiciaire de l'Arx Angelicum sur Baal. Les accusations pleuvaient. Massacre sur Stigmorage, glas de l'honneur et Lucide Primus, détention illégale de l'inquisiteur Corvin Hérold. Devant l'assemblée des maîtres de chapitre, Seth ne tenta ni de se justifier, ni de nier sa faute. Il affirma que s'il fallait punir quelqu'un, ce serait lui seul, mais que ses frères continueraient à verser leur sang pour l'Imperium.
Seule l'intervention d'Astorath permit d'éviter la dissolution pure et simple du chapitre. Le grand chapelain fit valoir que la fureur incontrôlable des flèches-tireurs, aussi terrifiante fût-elle, restait une arme précieuse contre les horreurs que l'humanité devait affronter. Malgré cette réhabilitation fragile, Gabriel VII dut aussi faire face à la contestation interne. Sur Baal Primus, alors qu'il combattait aux côtés des Knights of Blood, il fut publiquement accusé par l'un de ses propres chapelains, Apollus, de privilégier les intérêts des Blood Angels plutôt que ceux de son propre chapitre. Seth ne nia pas son dévouement à la cause de Dante, mais il savait que la survie ne résidait pas uniquement dans la force brute. Même ses guerriers les plus enragés devaient apprendre la discipline. Lors de la dévastation de Baal, Gabriel VII élabora des plans défensifs rigoureux. Chars d'assaut solidement arrimés à leur position pour empêcher qu'ils ne rejoignent la mêlée, ligne de front tenue malgré les pulsions meurtrières des Astartes, contre-attaque minutieusement déclenchée. Chaque goutte de sang versée devait avoir un sens, une utilité stratégique. Sa maîtrise du champ de bataille imposa une nouvelle image du chapitre, celle de guerriers sauvages, certes, mais guidés par une intelligence tactique impitoyable. Même après l'arrivée des renforts Primaris, Seth conserva sa doctrine. Les intercesseurs d'assaut, les transports impulsors et les inceptors furent intégrés à ses stratégies de percée. Les Blade Guard, porteurs de reliques ancestrales, devenaient les piliers de ces lignes, symboles vivants de la dualité des flèches-tireurs. La splendeur de leur ascendance et la fureur qui coule dans leurs veines. Pour autant, Seth reste une incarnation vivante de cette fureur. En combat, il devient une tempête de destruction. Sa gigantesque épée tronçonneuse verse le sang, démembrant les ennemis les plus imposants. Il se bat avec tout son corps. Chaque poing, chaque articulation, chaque coup de tête devient une arme. Il n'hésite jamais à se jeter dans les rangs ennemis, seul pour libérer pleinement sa violence. Dante lui-même affirmera un jour que faire face à Seth revenait à se trouver à portée d'un obusier au moment du tir, et que les résultats étaient plus ou moins comparables. Si beaucoup de maîtres de chapitre incarnent l'héroïsme et la vertu martiale, le nom de Gabriel VII évoque une lutte plus sombre, celle d'un homme décidé à tenir tête à la damnation elle-même. Son règne ne brille pas par les triomphes éclatants ni les chants de louanges, mais par une guerre intérieure sans fin menée au port du gouffre. Lorsque Seth accéda à la tête des flèches-tireurs, il hérita non d'un héritage glorieux, mais d'un chapitre brisé, rongé par la rage, consumé par ses propres gènes. La rage noire, plus virulente chez les flèches-tireurs que chez tout autre successeur des Blood Angels, avait fauché leur rang avec une cruauté indicible. Le combat perpétuel et la malédiction de leur lignée avaient réduit leurs effectifs à moins de 3 compagnies opérationnelles. Pire encore, la sauvagerie croissante les rendait indésirables aux yeux même de ceux qu'ils combattaient pour protéger. Leurs alliés détournaient le regard, murmurant des mots tels que folie, abomination, déshonneur. L'Imperium lui-même semblait prêt à tourner le dos à ses fils de Sanguinius. C'est en pleine conscience de cet isolement croissant que Seth accepta la charge de maître de chapitre. Les prêtres sanguiniens lui montrèrent les chiffres, les relevés sanguins, les courbes de dégénérescence, une spirale descendante incontrôlable. Mais il refusa d'accepter la fatalité.
S'il ne pouvait renverser le cours de la maladie, il maîtriserait au moins celui de la légende. Il fit vœu de porter le fardeau de ses frères, de leur donner un but, une dignité, même au bord de l'abîme. Si la gloire leur était refusée, il offrirait leur pénitence. Si la rédemption leur échappait, alors il imposerait leur mémoire au fil de l'épée. Leur nom ne serait pas noyé dans la honte. On se souviendrait d'eux comme des anges furieux et non comme des bêtes dégénérées. Gabriel VII transforma alors son chapitre. La guerre devint leur unique raison d'être. Il déploya ses forces en permanence, harcelant l'ennemi avant même que l'Imperium ne lève ses armées. Il isola ses frères de bataille pour limiter les dérapages, acceptant leur soif de sang comme un outil, une arme à canaliser plutôt qu'à réprimer. Peu à peu, certains mondes, jadis terrorisés par leur approche, en vinrent à les acclamer comme des libérateurs. Et si parfois la rage reprenait ses droits, Seth était toujours là pour en porter la responsabilité. Mais c'est sur le champ de bataille que sa légende se forge véritablement. Et pourtant, même au cœur du carnage, Gabriel VII conserve une conscience aiguë de ce qu'il défend. Ceux qui le prennent pour un berserker sans cervelle sont vite dépassés par son sens tactique acéré. Il sait parfaitement quand relâcher ses chiens de guerre et quand les rappeler. Il est le lien qui maintient la cohésion du chapitre, le seul capable de leur inspirer autre chose que la frénésie. Sa simple présence suffit à transformer ses frères, à modifier le massacre en manœuvre, la tuerie en stratégie. Mais cela implique une vérité bien plus sombre et que peu souhaitent regarder en face. Car si Gabriel VII devait tomber, les conséquences seraient incommensurables. Sans sa poigne de fer, les flèches-tireurs s'abandonneraient à ce que l'Imperium redoute le plus, la perte totale de contrôle. Et ce jour-là, les monstres qu'il avait retenus jusqu'ici déferleraient sans frein aucun, au cœur même de l'humanité. Peu après la dévastation de Bâle, Gabriel VII fut convoqué à l'Arx Angelicum pour un conclave exceptionnel des chapitres successeurs de Sanguinius. Dante, maître des Blood Angels, y appelait à l'unité, exigeant de chaque chapitre un tribut de recrues pour compenser les pertes tragiques subies lors de l'assaut tyrannide. Mais Seth refusa, sans détour, sans courtoisie diplomatique. Les flèches-tireurs étaient exsangues. Ils n'avaient ni homme à céder ni patience pour des appels à la fraternité venus d'un chapitre qui, trop longtemps, avait regardé les siens avec méfiance. Pire encore, dans un moment d'amertume, il suggéra froidement que les Blood Angels soient dissous, que Bâle revienne aux flèches-tireurs et serve à leur survie, puisque leur perte en hommes et en honneur avait été tout aussi grande. Une telle déclaration aurait pu provoquer une effusion de sang entre frères génétiques si Dante n'avait pas contenu sa juste colère. Mais le moment de vérité vint lorsque Fabius Bile lança son assaut contre la crypte de Sanguinius. Seth, sans hésiter, se battit aux côtés de Dante avec une telle férocité qu'aucun doute ne subsistait sur sa loyauté. Il n'y avait ni duplicité ni manœuvre politique, seulement une volonté de protéger l'héritage du primarque. Après la victoire, Seth accepta finalement de verser des effectifs à la cause commune et son geste incita plusieurs chapitres à l'imiter. Même au sein de la confrérie sanguinienne, la rage peut servir l'unité.
Le maître de chapitre des flèches-tireurs n'a jamais eu d'attrait pour les cérémonies ni pour les visions. Là où d'autres chapitres successeurs voient en Sanguinius une figure quasi divine, Seth, lui, ne reconnaît que le sacrifice d'un primarque trahi et massacré par un monstre. À ses yeux, la vénération mystique du culte de Sanguinius est une dérive dangereuse, un voile posé sur les réalités du devoir. Il considère les rites et les prophéties comme autant de distractions, voire de faiblesses. Lors des grandes assemblées de la confrérie sanguinienne, il tolère à peine les prières et les sermons exaltés des autres chapitres. Sa foi se résume à l'acte, combattre, mourir si nécessaire, mais ne jamais céder aux mensonges réconfortants de la prédestination ou de la grâce. Seth ne croit pas que la lignée de Sanguinius soit promise à un quelconque salut. Il croit seulement qu'elle est condamnée, et que son rôle est d'en faire quelque chose d'utile avant que la fin n'arrive. Lorsque d'autres parlent de rédemption ou d'élévation, Seth, lui, prépare ses hommes à la chute. Non avec désespoir, mais avec une détermination sans illusion. Car ce n'est pas dans les cieux qu'il cherche son honneur, mais dans le sang versé pour que d'autres puissent vivre. Lorsque la croisade Indomitus fut lancée, Seth comprit que les flèches-tireurs n'avaient plus le luxe de choisir leur bataille. L'appel à défendre l'Imperium retentissait à travers toute la galaxie et même un chapitre à l'agonie ne pouvait y demeurer sourd. Seth divisa les maigres forces dont il disposait en détachements mobiles qu'il engagea sans répit dans les pires foyers de résistance ennemie à la pointe des zones de guerre du Segmentum Ultima. Il dirigea personnellement plusieurs campagnes d'une brutalité sans nom, dont les plus marquantes eurent lieu sur Dul Malin et le monde relais de Toiron. Sur chacun de ces fronts, Seth jeta ses guerriers dans la mêlée avec une violence méthodique, ordonnant des assauts éclairs et des massacres chirurgicaux qui réduisaient les lignes ennemies au silence, avant même que les renforts impériaux ne puissent s'organiser. Son objectif était double, frapper vite et fort pour sauver les mondes attaqués, mais aussi devancer la réputation sulfureuse du chapitre. Car là où les flèches-tireurs arrivaient les premiers, leurs excès pouvaient être dissimulés ou, au mieux, relativisés par les populations sauvées. Seth n'espérait plus la rédemption. Mais au milieu du tumulte de la croisade, il trouvait dans chaque victoire une raison de maintenir la cohésion de son chapitre. Tant que l'Imperium aurait besoin de lames acérées, les flèches-tireurs combattraient et leur rage serait leur offrande. L'arrivée des Space Marines Primaris aurait dû sonner comme un renouveau, un sursaut de force, une bouffée d'espoir pour un chapitre à l'agonie. Mais pour Gabriel Seth, ce fut tout l'inverse. L'arrivée massive de ces guerriers à l'armure neuve, forgée selon les méthodes de Cole et validée par Guilliman, ne fut pas accueillie comme une bénédiction, mais comme une trahison déguisée. Seth ne vit pas des frères d'armes dans ces renforts, mais une menace, une intrusion. Le chapitre qu'il avait façonné, tenu ensemble par la peur, la fureur et la discipline du désespoir, se voyait soudain greffé d'un sang neuf qu'il n'avait pas appelé. Pire encore, ces guerriers semblaient trop disciplinés, trop propres, trop parfaits. Leur simple existence faisait vaciller la conviction qui avait soutenu Seth depuis sa nomination, celle d'un destin inéluctable à embrasser dans la fureur du combat une dernière charge sanglante, glorieuse et finale. Mais voilà que ce destin était remis en question. Ces nouveaux venus n'étaient pas seulement des renforts, ils représentaient une alternative, une prolongation, une possible rédemption
imposée de l'extérieur. Or, Seth ne voulait pas être sauvé. Il ne se laissa pas aveugler par l'illusion d'un avenir pacifié. Derrière chaque visage masqué par les casques Mark X, il ne voyait que la main froide de Guilliman, l'ombre d'un contrôle centralisé, d'une uniformisation insidieuse. Il se souvenait des horreurs de l'hérésie, des excès des primarques. Il connaissait les ravages du zèle et les abîmes de l'orgueil. Il savait ce qu'un idéal mal placé pouvait coûter à l'humanité. Aussi, plutôt que d'ouvrir les bras, il referma les poings. Plutôt que d'accueillir ses nouveaux frères, il les confronta à l'épreuve du feu. Il les plaça là où la mort semblait assurée. Il les fit se battre aux côtés de vétérans à moitié consumés par la rage noire pour tester leurs nerfs, leur âme, leur fidélité. Il les força à mériter leur place, non par décret, mais par le sang versé. Et ce fut là que se produisit l'inattendu. Les flèches-tireurs observèrent, sceptiques d'abord, puis troublés. Ces guerriers tant redoutés ne s'écartaient pas du sentier de leur chapitre. Certains hurlaient déjà en dormant, d'autres perdaient le regard dans le vide au son de l'orgue de bataille. La rage noire ne les avait pas épargnés, elle les avait déjà marqués. Le génogerme supposé purifié restait vicié. Le poison dans le sang de Sanguinius coulait toujours, même dans ces corps d'un nouveau modèle. L'espoir de stabilité génétique s'effondra comme une illusion trop brillante pour survivre dans l'obscurité de la vérité. Alors Seth comprit que rien n'avait changé. Pas vraiment. On avait déplacé l'échéance. Rien de plus. La damnation viendrait, peut-être plus tard, peut-être autrement, mais elle viendrait tout de même. Et ce jour, les flèches-tireurs seraient prêts. Ils se battront comme ils l'ont toujours fait, féroces, indomptés, et fidèles à eux-mêmes jusqu'à la dernière goutte.